Salut tout le monde, bonjour à tous, bonjour à toutes. On est vraiment très très content d'être avec vous, d'être en direct depuis Montréal. Montréal Connect, c'est une conférence auquel on a participé toute la semaine ici au Canada autour de ce qu'ils ont appelé la thématique de cette semaine-ci, c'est les écosystèmes d'espoir. Alors on va pouvoir en parler avec quelques invités qui nous ont rejoints, des membres qui font partie de la délégation. Salut Gaël dans le chat. J'espère que le son passe bien. On est sur une connexion qui est une connexion en Wi-Fi, donc voilà, on croise le doigt pour que ça tienne. On va être en direct pendant une bonne heure ici, en attendant que, en plus, cet après-midi, on va avoir des présentations un peu plus officielles, avec un peu plus de décorum, un peu plus de protocole, comme on dit, puisque c'est l'AWEX, l'agence wallonne à l'exportation, ainsi que Webby, Wallonie Bruxelles International, qui emmène les délégations ici pour le son est bon, super. Merci Price, c'est cool. Salut Azimonov, j'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne fin de journée, puisque je ne sais pas si tu nous rejoins depuis la Belgique ou depuis le Canada. Ici, il est 13h20. Donc il est un peu plus de 19h en Belgique, c'est fin de journée. C'est un peu l'heure à laquelle on s'est dit que voilà, les émissions tech sur Bouquet pouvaient avoir lieu. Et donc on vous retrouve ici très volontiers. Donc si vous avez des questions à nos invités, n'hésitez pas. La deuxième partie sera un peu plus protocolaire, donc je suis pas certain de pouvoir remonter toutes les questions que vous auriez dans le chat. Mais voilà, on est vraiment super content de vous avoir avec nous aujourd'hui. On a 3 invités qui nous ont rejoints. Bonjour à vous 3. Salut. Ça va? Vous allez bien? Oui, bien sûr. Bonjour. Grosse semaine qui a été riche. On va en parler un petit peu, évidemment, des rencontres que vous avez pu faire ici, et aussi les ateliers, les conférences, les workshops. C'était un peu ça le but aussi. Savine. Salut Damien. Moufron, bonjour. Bonjour. Technocité. Ouais. En 2 mots, c'est quoi? C'est un centre de compétences. Donc Alors, en on va gros. prendre le micro, on va le remettre un tout petit peu tout près de ta bouche, comme ça on t'entendra. Allez, parfait. Est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est mieux que ça. Donc c'est un centre de compétences Technocité qui est spécialisé dans le numérique. Et donc notre métier, c'est de faire de la formation. D'accord. On a deux grands secteurs dans lesquels on travaille. Ce sont les TIC d'un côté et les ICC de l'autre. ICC? Industrie culturelle et créative. Industrie culturelle et créative. Ouais. Comment ça se passe quand on veut rentrer en formation chez vous? Il y a un processus, il faut s'inscrire, c'est réservé à qui? En 2 mots, on aura l'occasion d'en reparler. Oui, on a 3 grands publics. Et donc le premier, c'est les demandeurs d'emploi. Donc on a une collaboration avec le Forum qui nous demande d'organiser des formations dans des secteurs numériques, évidemment, et dans les métiers en pénurie, mais aussi dans les métiers innovants. Donc ça, c'est notre principal public, les demandeurs d'emploi. On organise aussi des formations pour les entreprises à leur demande. Okay. Donc voilà, par exemple, Thomas a besoin de tel type de développeur. Ouais. Ok, Technocité, est-ce qu'on peut essayer de mettre en place cette formation? On fait ça. Et le 3e grand public, ce sont les enseignants. Autour des TIS, c'est notamment comment ludifier son apprentissage, par exemple. Et j'imagine que tu as vu plein de trucs super intéressants pendant la semaine ici, avec plein d'organismes qui font la même chose, sans doute autrement, avec des variantes, mais c'est ça aussi tout l'intérêt de ce genre de tout à fait. Contact, veille, inspiration, très chouette semaine. Super. Bonjour vous deux. Salut Thomas. Ou je sais pas, on va peut-être commencer avec toi Thomas. Timmy, c'est ça le nom de la boîte? C'est Timmy, effectivement. Ouais. Et donc j'ai la chance de pouvoir représenter Timmy ici à Montréal pendant cette semaine. Ok. Timmy, qu'est-ce que c'est? C'est quoi Timmy, Timmy, en fait, on a édité un logiciel qui permet de traiter la data de son acquisition. On a beaucoup parlé de data pendant toute la semaine. Exactement. C'était une des grandes thématiques. C'est un enjeu crucial pour beaucoup de sociétés, d'organisations aujourd'hui. Les données, et donc le nouvel or noir, comme on dit. Ouais. Et voilà, donc on aide les sociétés à extraire de la valeur justement de leurs données. D'accord. Société qui est basée où? À Ath. À Ath, d'accord. À Ath. Donc on n'est pas tout à fait dans le Namurois, mais toi tu es Namurois. Je suis Namurois. De quel coin? Ici pour l'instant je vis à Jambes, donc je peux faire difficilement plus Namurois que ça, c'est compliqué. Ok, basé à Ath, bon, forcément quand on parle de data, quand on parle de ce genre de choses, c'est actif dans le monde entier, donc c'est important d'être présent en Belgique, sur le territoire belge, parce que voilà, c'est là que vous avez développé la société, mais par nature, c'est le genre de société qui s'adresse à la terre entière, non? Oui, tout à fait. On a une clientèle aujourd'hui déjà qui est à l'international, et on a participé ici, en tout cas le désir de participer à MTL Connect, c'était réellement parce que le salon mettait des valeurs d'éthique, de responsabilité, qui sont des valeurs qui nous animent tous les jours chez Timmy. Donc c'était presque naturel de venir ici cette semaine à Montréal. Ok. On aura l'occasion d'en reparler des découvertes que tu as pu faire pendant toute la semaine. Geoffroy Pirou, bonjour. Bonjour. Société, elle aussi active dans l'intelligence artificielle, les processus B12. C'est comme ça, c'est B12. le nom de la boîte. Vous êtes une
quarantaine On est une petite quarantaine, oui, on sera une quarantaine j'espère fin de l'année. D'accord. Qu'est-ce que vous faites ? C'est plus qu'une boîte de conseil. Au départ c'est une boîte de conseil, parce que c'est un peu dans son nom, mais par la suite ça a quand même vachement évolué. Vous avez c'est une boîte de service en fait, on n'a pas de produits, on vend pas de produits, on va pas installer des produits, on est vraiment une boîte de service qui développons des solutions informatiques, mais vraiment sur mesure. Dans le domaine de l'innovation, c'est la première chose qu'on a fait tout au début de la société il y a 10 ans. Et depuis quelques années maintenant, plus de 6-7 ans, on fait aussi de l'intelligence artificielle, la science des données, comme on dit. On a quand même pas mal de profils. À peu près la moitié de la boîte travaille en data science, l'autre moitié travaille en développement de solutions cloud, essentiellement. Un petit peu de mobile, un petit peu de desktop, mais essentiellement du cloud. D'accord. Intelligence artificielle, on l'a dit, c'est une thématique qui est revenue très souvent, toute la semaine, avec même une journée dédiée, je pense, hier, qui était autour de ça. J'ai envie de vous poser la question à tous les deux, qui est sur ce secteur-là. Est-ce que vous avez, appris des choses ? Et deux, c'était quoi les plus belles rencontres que vous avez pu faire ici ? Qu'est-ce qui vous êtes dit, ok, là, ça valait vraiment le coup de venir ? Oui, il y a pas mal, énormément de rencontres. Alors ici, juste avant, l'intervention qu'il y avait juste avant le live ici, c'était avec Ecotech. Plein de découvertes sur des projets liés à l'écologie, enfin pas l'écologie, mais comment les technologies peuvent être plus éco et comment développer des produits au niveau des collectivités essentiellement ici pour rendre l'économie plus verte. Il y avait un exemple qui était très particulier, c'était sur les camions, qui en fait c'est déjà quelque chose qui me parlait déjà depuis un petit temps. Quand on s'arrête en voiture, quand un camion s'arrête, parce qu'il y a un feu rouge par exemple, ou un piéton qui veut passer, en fait il consomme de l'énergie parce qu'il doit redémarrer. Et en fait ici il y a une start-up qui travaille sur ce genre de choses-là. Et ça va jusqu'à 3 litres d'essence ou de diesel pour les camions quand ils doivent redémarrer. D'accord. Donc s'il y a moyen d'optimiser en fait les trajets avec des feux intelligents, des feux tricolores, il y a moyen certainement d'économiser du diesel, et donc c'est pas mal quoi. Et ça c'est vraiment un truc que l'intelligence artificielle, parce qu'il faut bien comprendre, ce sont des machines à qui on apprend à repérer certains indices pour pouvoir faire en sorte d'adapter ça de manière automatique, parce que c'est ça tout l'intérêt, c'est de faire en sorte que les machines puissent faire des choses que les humains ne doivent pas faire à la main. Le système est totalement totalement automatique, et en plus ce qui est pas mal, c'est que il n'y a pas vraiment de device installé dans les camions ou autres, ça utilise le cloud et la position des camions en temps réel. Donc c'est quelque chose qui en fait, parce qu'on parle beaucoup, surtout avec le numérique, de l'impact du numérique, parce qu'on lui-même, parce qu'on essaye d'avoir une action entre guillemets pour diminuer l'empreinte environnementale de différents processus ou autres, en mettant en place par exemple parfois des processus informatisés cloud qui consomment pas mal d'énergie en fait. Donc il faut vraiment faire cette balance et réfléchir à ces problématiques-là, et c'est vraiment un des enjeux en tout cas qui est revenu dans différents panels cette semaine-ci. Ok. Nico, on me dit qu'il y a les quadrilatères sur l'écran. Si tu sais juste les désafficher, on voit les hop, c'est le clean out, c'est mieux. Ouais, je vais repasser sur l'autre. Voilà, comme ça. Thomas, toi, qu'est-ce que t'as retenu, qu'est-ce que t'as appris pendant cette semaine? En quoi c'était pertinent, intéressant d'être là? Je pense que la rencontre la plus surprenante, c'est j'ai croisé quelqu'un qui est ici à l'ambition de numériser tout le vivant de la planète. Wow. Okay. Écosystème d'espoir, hein, c'était la thématique. Complètement, et donc de ça pouvoir, fait peur. Si ça, je sais pas, je suis pas certain d'avoir vraiment envie de vivre dans ce monde-là. Oui, mais évidemment, derrière la solution et l'ambition, c'est de pouvoir anticiper tout ce qui déjà aujourd'hui nous préoccupe, crise climatique, changement géopolitique, extinction de certaines espèces, etc. Et de voir dans ce monde parallèle, de pouvoir déjà deviner ce qui va se passer, de déjà comprendre les futurs impacts que ça va avoir, et donc d'être dans une position où on anticipe et pas simplement où on réagit et où on va subir quelque part les changements. C'est un truc, on en a beaucoup parlé aussi cette semaine-ci, le fait de dire on va pas subir le changement, donc il faut essayer de l'anticiper pour ne pas se retrouver dans une situation où les gouvernements par exemple sont aujourd'hui beaucoup plus dans on gère l'immédiateté plutôt que de proposer des visions d'avenir. Ouais, c'est ça. Ça c'est des choses auxquelles t'as participé à ça sur des panels ici, enfin il y a des panels qui t'ont montré un peu ça aussi cette semaine-ci.
Ouais, mais il y a réellement, de toute façon, ça s'est revenu ici pendant le salon tout au long de la semaine avec les crises qu'on a vécues ces dernières années, la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, la pénurie de matériaux, le problème de logistique, on est quand même dans une période un peu trouble, un peu chamboulée, et ici, on voit qu'il y a beaucoup d'ambition dans le discours des gens, dans ce qu'ils font tous les jours. Et ça t'a donné des idées, toi, pour ta boîte ? Clairement, évidemment. Pour des nouveaux projets, des nouveaux produits. Oui, Okay. évidemment. Et c'est clair que quand on entend ça, on a juste envie de collaborer avec eux, de se mettre à côté et de se dire que si on peut mettre une petite pierre à l'édifice, on sera vraiment content de participer à ça. C'est aussi l'intérêt de ces salons, de ces missions. C'est la première mission à laquelle tu participes avec Moi, c'est la première mission. Okay. Première mission, et je suis déjà sur un bilan qui est ultra positif, Okay. Humainement, commercialement parlant. C'est vraiment surprenant, je ne m'attendais pas. Parce que ce genre de mission a un coût aussi, il ne faut pas se leurrer. Le fait de pouvoir ramener comme ça toute une série de gens, c'est une délégation de 25 personnes, je pense, peu de choses près. Ça a un coût, donc forcément, c'est de l'argent public, donc on se pose la question, comment il est utilisé, comment il est investi. Là, pour toi, le bénéfice, il est clair, il est évident. Oui, je pense que le bénéfice est là, il est clair, il est évident. Il y a aussi une découverte, on parle beaucoup des pouvoirs publics, on a parfois, comme tu dis, une image un peu poussiéreuse de ce qui se fait. Puis ici, on arrive à Montréal, on croise les gens de la WEX, on voit de quelle manière ils impriment un dynamisme, comme ils sont là pour vraiment créer un lien, des ponts avec les sociétés. Et c'est vraiment, c'est surprenant, et c'est très agréable. Ouais. Même réflexion, Savine, de ton côté, avec ta casquette formation, mais pas que. Là aussi, l'intérêt de participer à ce genre de mission, le fait de croiser les expériences, de découvrir des choses. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, le plus surpris pendant cette semaine ici ? Écoute, on en a peut-être évoqué, mais en fait, il y a un gros aspect sur la durabilité en fait, du numérique. Ouais. Et donc, il y a tous les débats qui ont été menés, c'était aussi... On ne va pas faire du numérique pour faire juste de la technologie. Est-ce que ça vaut la peine d'investir ? Est-ce que le coût environnemental de la technologie qu'on met en place vaut la peine ? Est-ce que c'est vraiment intéressant ? Et ça a vraiment été transversal. De manière transverse, c'était partout, tout le temps. À chaque fois, ça revenait. Ouais. C'est évidemment ancré dans les préoccupations. Alors même si on s'est fait la réflexion qu'ici l'eau ne coûte rien, elle est gratuite. Oui. Ce qui pour nous paraît vrai. Elle est gratuite. Je sais pas. Okay. L'eau est gratuite. Et l'électricité coûte quasiment rien parce que c'est de l'hydroélectricité. Et pourtant les JT, j'ai regardé encore hier soir, les JT sont remplis de sujets sur la vie chère. Ouais. Alors que c'est le jour où vous payez la flotte et l'électricité comme chez nous, ça va encore être autre chose, quoi. Mais écoute, j'ai participé à un atelier ici ce matin parce qu'en fait c'est très chouette avec cette application. On a une petite application qui s'appelle Swapcart ici, avec toute la programmation. C'est hyper agile, donc on peut aller se connecter en disant tiens, ça m'intéresse, ça j'ai un peu de temps, ça je peux aller voir. Ou il y a une personne ici, je vais faire une connexion. Et il y avait un atelier sur le travail de demain. Et donc, comment on va travailler dans l'avenir ? Et en fait, c'était des Canadiens qui donnaient, et nous, on était deux Belges avec Valentine, une autre membre de la délégation qui travaille pour BizDev, une petite pub en passant pour la boîte. Et en fait, on était vraiment étonnés par rapport au télétravail, parce qu'on s'est dit, ici, d'abord, ils télétravaillent quasiment 100%. Ils sont incapables de faire revenir les gens dans les bureaux. C'est un gros défi pour le Canada. Et par contre, chez nous, quasiment tout le monde est retourné presque à 100% ou dans beaucoup de boîtes. Il y a des aménagements, mais il y a quand même progressivement... C'est plutôt hybride. Ici, l'hybride, ça a l'air d'être vachement plus compliqué. Ah oui, c'est quasiment impossible. Par contre, chez nous, une démotivation qui incite les gens à retourner au bureau, c'est le coût de l'énergie. Donc quand je leur disais que les gens retournaient au travail pour ne pas payer le chauffage chez eux, c'était vraiment... Et donc les comparaisons aussi, les bonnes pratiques, c'est super important de pouvoir discuter comme ça en disant qu'est-ce que vous mettez en place, qu'est-ce que nous on peut faire, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui va marcher. Ça c'est vraiment chouette dans une délégation comme celle-ci. Ça c'est cool. Il y a Azimonov dans le chat qui nous demande est-ce qu'il y a eu des chouettes présentations Smart City à Montréal Connect, exemple de ville intelligente, des choses... voilà, c'est Anthony qui le panel juste avant. Oui, tout à fait. Alors, Smart City, il faut voir ce qu'on entend par Smart City, mais en tout cas des initiatives qui permettent de, par exemple, d'essayer de diminuer la pollution, ou en tout cas de lisser les pics de pollution dans les grandes villes. Aussi, il y a encore une histoire de... C'était une autre conférence, mais avec des feux intelligents, c'est régulé en fait avec la détection de types de passants, que ce soit des voitures, des vélos, ce genre de choses-là.
mettre de la priorité au niveau des feux rouges. Donc il y a tous des systèmes comme ça qui permettent de, quand on se rend compte qu'il commence à y avoir des pics de pollution, les voitures, etc., on essaie de favoriser certains types de mobilité, mobilité douce ou transport en commun. Donc il y a plein d'initiatives de ce type-là, ici à Montréal et à Québec, et aussi en fait à Paris. Oui, parce qu'il y avait d'autres écosystèmes qui étaient là. Il y avait l'écosystème de Nantes, si je me souviens bien. Il y avait aussi le Sénégal. La Tunisie. La Tunisie était là. Les Malgaches étaient là aussi. Et les Malgaches qui étaient là. Et d'autres encore. Mais en termes de Smart City, ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent que Smart City c'est bien, mais Smart Citizen c'est mieux. Oui. Parce que de mettre en place des applications c'est chouette, mais si on les utilise pas, donc c'est plutôt un concept de Smart Citizen. Donc c'est vraiment réfléchir aux besoins et comment on l'utilise. On a eu aussi un beau débat, ça. Un contre-exemple de Waze qui était super intéressant. Où en fait ils expliquaient que quelque part l'algorithme qui est derrière Waze, lui, il permet simplement d'aller le plus vite possible d'un point A à un point B, mais sans tenir compte de tout l'environnement qu'il y avait aux côtés. Est-ce que ce sont des quartiers résidentiels? Est-ce qu'il y a des écoles? Est-ce qu'il y a des risques supplémentaires d'accidents? Waze ne le calcule pas. Et donc là, on entendait quelqu'un qui développait une appli similaire à Waze, mais qui allait tenir compte de tous ces enjeux dans les villes. Donc ça c'est un très bel exemple, je trouve. Savine, par rapport à la formation, justement, les besoins ont l'air d'être énormes. On sait qu'il y a toute une série de métiers qui sont en pénurie en Belgique. Oui. Les métiers de la communication de manière générale sont pas dans cette case-là. Par contre, quand on parle avec des chefs d'entreprise, on se rend compte qu'il y a des vrais besoins pour faire monter en compétence des nouveaux talents. Ça, c'est des choses que vous faites à Technocité? Oui. Alors, dans deux grands métiers. Donc, ici, on parlait des développeurs qui sont très, très demandés. Mais les développeurs, c'est très vaste. Ça peut développer n'importe quoi. Il y a développeurs et développeurs. Exactement. Par exemple, chez nous, on a des développeurs dans les métiers de la technique, de l'information et de la com. On a aussi des développeurs de jeux vidéo. Et donc, tout le monde ne cherche pas le même public. Donc, c'est vraiment important, nous, de se mettre en contact avec les entreprises pour être réactifs à leurs demandes et proposer des formations. C'est la force des centres de compétences. On est très agile par rapport à des écoles qui font des cursus et il faut des années pour les mettre en place. Nous, à une demande, on peut répondre tout de suite. Ça, donc vous travaillez en direct avec les entreprises pour essayer de comprendre leurs besoins et vous créez des formations quasiment à la main ou sur mesure pour les entreprises? Oui, on peut faire ça. Après, on a tous nos follets formations pour les demandeurs d'emploi qui sont des formations qui sont aussi désignées par le Forum dans les secteurs de métiers en pénurie. C'est aussi pour ça. Donc il y a toute une liste de secteurs. Combien de personnes par an d'ailleurs vous formez? 5000. Ah ouais, quand même. Énorme. Ouais, c'est beaucoup, c'est par rapport à des écoles. Et c'est des cursus qui durent combien de temps? Il y a des très courts, il y en a c'est juste des soirées aussi, pour des indépendants comme toi par exemple. On propose aussi, soyez réactifs, filmez avec votre smartphone, commencez à communiquer. Donc il y a pour des indépendants des tout petits formats, les plus longs durent 6 mois en général. 6 mois, donc c'est des cursus et c'est 2 jours. Et c'est 2 jours ou c'est en alternance ou c'est ce genre, parce que là aussi on a parlé pas mal de. C'est 2 jours pour les demandeurs d'emploi, donc voilà, et pour les indépendants c'est en soirée. On essaie d'être le plus agile possible, exactement. Le buzzword de l'informatique. Il s'immisce partout. Geoffroy, justement sur ces profils-là. Toi, ton besoin, il est rencontré aujourd'hui ou c'est difficile d'aller chercher des bons développeurs? J'allais dire, c'est difficile de les garder aussi. C'est difficile dans le sens où il n'y en a pas assez, tout simplement. Je veux dire, quand on voit dans les universités, c'est vrai que nous, on engage beaucoup de masters. Il y a très peu de profils, il y a très peu de jeunes qui se lancent dans ce secteur-là en réalité. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire en termes d'orientation, mais je crois que ça doit venir beaucoup plus en amont. D'accord. Et t'expliques ça comment? Parce que c'est pas nouveau quand même l'informatique, c'est pas nouveau les métiers de l'information et de la communication et les développeurs en particulier. Facebook a plus de 15 ans aujourd'hui. Les petits Mark Zuckerberg, il y en a plein les écoles, non? Oui, c'est peut-être la peur de l'université ou de certaines matières qui sont nécessaires. On doit passer par certains cours et parfois, il y a certains cours qui font un peu peur et donc du coup, on lâche une partie des étudiants potentiels. Donc c'est un peu. Toi, tu dis que tu prends des masters. Les masters, c'est quand même pas ceux qui ont les plus les mains dans le cambouis. C'est pas le plus professionnalisant. Donc, il y a des bacheliers, des formations en 3 ans, où là effectivement ils sont directement mis dans les mains dans le cambouis, à utiliser les technologies, à apprendre les technologies. C'est vrai que le cursus universitaire en général c'est plus long et il y a d'autres enjeux qui sont clés au niveau de ces études-là. Développer un esprit critique, un esprit analytique et évidemment développer aussi les compétences techniques, mais c'est moins sur l'aspect technique qu'on va s'attarder au niveau universitaire. Et nous c'est vrai que c'est quelque chose qui nous importe
qui est assez important pour nous. On essaie de faire des projets qui sont ambitieux, compliqués, et c'est clair que nous, on aime bien donner la chance à tout le monde de pouvoir être impliqué dans les projets, et pas juste avoir des développeurs à qui on doit dire exactement tu fais ça. C'est pas super sympa pas super cool pour eux. Donc on essaie vraiment de les impliquer dans le développement. Ils doivent donner leur input, et pour ça il faut qu'ils soient formés aussi avec ces aspects analytiques de réflexion, en plus de l'aspect technique. Il y a Gaël qui nous dit dans le chat à la HEAJ, dont Joël est là d'ailleurs. On va bientôt lancer un module de formation dédié à la programmation de jeux vidéo pour justement attirer les jeunes vers les filières STEAM. Donc les filières STEAM, c'est sciences, technologie. Aidez-moi, c'est toute la filière scientifique en fait. Au départ STEAM, mais avec maintenant scientifique, technologique. Ouais. Scientifique et un des gros enjeux. Et on rajoute un art pour les métiers artistiques aussi maintenant. Voilà, les arts, engineering. STEAM avec le AA. Et un des enjeux, c'est attirer les jeunes filles en fait dans ce genre de filières qui sont majoritairement trustées par les hommes. Le ratio, il est hallucinant. Ah, c'est hallucinant. Comment on explique ça, Savine? Il y avait une super conférence ce matin, justement, sur l'accès des femmes en numérique. J'ai trouvé ça vraiment interpellant. Et il y a plein de raisons, mais surtout, c'est une raison sociologique, de partager, où il y avait un truc vraiment interpellant. Donc, en fait, la professeure qui vient de Genève, en fait, expliquait que jusqu'à 5 ans, quand on proposait des jeux pour des cerveaux très, très intelligents et des jeux plus basiques, on va dire, jusqu'à l'âge de 5 ans, il n'y a pas de différence de sexe. Ils choisissent l'un et l'autre. À partir de 5 ans, les filles, systématiquement, vont sur les jeux moins intelligents et elles laissent les jeux plus intelligents aux garçons. Il y avait vraiment des trucs interpellants. Sociale, c'est une construction sociale. Okay. Et donc, elle avait amené plein de pistes comme ça pour pouvoir changer les choses dans les universités, les quotas. Et alors, ce qui était aussi vraiment interpellant, c'est qu'on disait qu'en fait, dans les années 80, en fait, c'était les femmes qui étaient plus dans les formations d'informatique parce que c'était un métier dit féminin. On pouvait le faire facilement. C'était un clavier, donc ça passait de la secrétaire à la codeuse, on va dire. C'est pas salissant, ça ne demande pas de porter du poids. Et donc, c'était des métiers de femmes. Et puis, ça a évolué. Quand le PC a été transportable, il est allé à la maison. Et donc là, les pubs ont commencé. Madame fait la cuisine pendant que monsieur fait les finances du foyer sur les PC transportables. C'était vraiment intéressant. Oui, mais c'était... Oui, d'accord. On peut faire des débats ici, les garçons. J'adore, c'est super intéressant. Les PC transportables, comme tu dis, ça fait déjà quand même pas mal de temps. Oui, donc les premiers, donc dans les années 80, elles étaient vraiment plus nombreuses dans les études. Et puis après, on a vu que quand le PC s'est déplacé, les femmes ont diminué dans les cursus. Oui, c'est peut-être une composante. À mon avis, il y en a d'autres aussi. Par contre, il y a d'autres, c'est pas du tout le cas ici, on ne parle pas de ça ici, mais il y a d'autres cursus universitaires, typiquement tout ce qui est médical, qui commence à être trusté énormément par les filles. Ça devient fou. Donc, il y a commence, on est bien d'accord. Non, qui commence pas. Quand on voit les auditoires, par exemple, en pharma, c'est énorme. Ouais, pharma, c'est encore médecine. Un métier médecine, de plus en plus. Aussi. C'est des formats dans lesquels tu donnes cours. C'est des filières dans lesquelles tu donnes cours. Tu fais infirmière, le ratio, là... Salut Oxymora, sois le bienvenu dans le chat. Il y a Anthony aussi qui nous dit l'importance de l'entourage proche est vraiment dramatique à cet écart pour perpétuer les stéréotypes, malheureusement. C'est vrai que quand on sait ce que Mark Zuckerberg avait en tête quand il a lancé Facebook, juste le matching des meilleures nanas sur le campus, c'est quand même moyen. Il faut mieux pas en parler. Ça aussi, on a parlé des algorithmes avec les choix en disant que si tu choisissais toujours les mêmes types de femmes ou ton application n'a aucun sens. Forcément. C'était des débats passionnants. Mais voilà, tout l'intérêt d'être sur ce genre de... Ça aussi, le fait de pouvoir retourner en présentiel, ça fait un peu tarte à la crème, parce que nous, le déconfinement, on l'a vécu déjà il y a un certain temps, mais ça, ce genre de mission, c'est maintenant qu'elles reprennent réellement. On l'a vécu l'an dernier, il y a quelques mois, à South by Southwest, à Austin, au Texas. C'était aussi une des missions qui était menée par la WEX et Webby. Et là, de nouveau ici, on se rend bien compte de l'importance aussi de ce présentiel, de pouvoir serrer des mains en vrai, de se regarder dans les yeux, de boire des cafés plutôt que juste d'être dans Teams. Ça, Thomas, c'est quelque chose que tu ressens aussi. Mais je pense que dans les rencontres que j'ai faites cette semaine, il y en a énormément qui sont faites justement autour d'un café, un peu à l'improviste, et qui se révèlent être des surprises juste incroyables.
avec des profils, avec des idées, c'est vraiment, on se nourrit. Tous les jours, on se nourrit et c'est vraiment hyper agréable. On grandit aussi dans nos raisonnements. Et puis on se disait avec Thomas, juste en remontant encore ici, que c'était un chouette format MTL Connect. En fait, c'est un format très humain et ils ont mis en place plein d'endroits, de lieux, de moments où on peut se rencontrer. Même dans les ascenseurs, on les attend. Oui, comme ils sont pas rapides, du coup, ça permet, effectivement, on en parle beaucoup, mais c'est comme la machine à café finalement. Tu vois, évidemment. C'était un peu l'endroit obligé, l'ascenseur. On pouvait prendre les marches, mais évidemment, tout le monde était un peu fainéant. Voilà, surtout, mais il y a 6 étages. Et il y a 6 étages aussi en plus. Donc l'ascenseur était un moment. Moi, j'ai eu des conversations dans les ascenseurs qui étaient assez marrants. Qu'est-ce que vous allez retenir de cet événement-ci? Qu'est-ce qui, je veux dire, le premier truc quand vous allez rentrer en Belgique, le premier truc auquel vous allez bosser, le premier truc, le premier takeaway, comme on dit, que vous allez ressortir d'ici? Moi, je vais partager avec mes collègues parce que j'ai rencontré plein de gens, pas que pour moi, pour mes collègues aussi. J'ai déjà fait plein de tags en disant ça c'est pour toi Vanessa, ça c'est pour toi Flo, on va en discuter. Et donc on va réorganiser un petit lundi pas de sushi. On fait ça, c'est le format informel. Chacun il y a du public qui commence à arriver, comme ça vous vous rendez compte un petit peu de ce qui se passe. Il y a des gens qui commencent à arriver, puisqu'on va avoir la partie un peu protocolaire par la suite. Mais... Et donc on va lancer notre petit lundi, pas de sushi, et avec les collègues en disant voilà, j'ai rencontré ça, j'ai été inspiré par ça, et partager quoi, parce que l'idée c'est pas de garder ça pour soi en fait. Exactement. Yes. Geoffroy, qu'est-ce que toi tu veux? On va lancer les démarches pour revenir s'installer ici. Hein. Non, je sais pas si on va le faire. Je sais pas si c'est le but de la WEX en fait que tu déménages. On va pas déménager, on va s'étendre. Ah ok. Blague à part, c'est un truc qui avait pensé avant de venir, ou bien ça germe la progression, parce que c'est le genre de choses. Quand on est entrepreneur, on blague pas tout à fait quand on dit. On a des idées, clairement. Le futur à moyen terme, clairement, on sait pas trop ce qui va se passer. C'est toujours une question d'opportunité, et ici c'est une très belle opportunité de découvrir en réseau. Quand on voit la digitalisation, tout ce qui tourne autour de la digitalisation ici à Québec, c'est impressionnant, quoi. C'est un dynamisme vraiment fou et les gens sont super ouverts. Il y a vraiment moyen de discuter avec eux de tout et j'ai l'impression que c'est parfois même un peu plus ouvert en fait qu'en Belgique. Donc oui. Ah mais c'est dans la culture, j'ai presque l'impression. C'est aussi dans la façon dans laquelle les gens se tutoient tout le temps. Tu sais tu. Il y a des expressions aussi, il y a des façons de se comporter. Enfin, c'est assez ouf de se dire que là, en quelques jours, il y a des contacts qui vont pouvoir perdurer. Moi, je suis venu à Montréal quelques paires de fois, comme ils disent, une couple de fois ces 10 dernières années. Et à chaque fois, c'est des rencontres qui restent pour la suite, quoi. Et avec des enjeux aussi qui sont. On parlait de l'eau et de l'électricité, où c'est complètement différent. C'est vrai que l'eau, c'est un des enjeux qui, chez nous, devient quelque chose de crucial. Même le tri des déchets. Le tri des déchets ici, par rapport à chez nous, on se dit oh là là. Ok. On a encore une heure. Oui, non, mais c'est vrai. C'est des choses qui sont super importantes. Tout à fait. Oui, en Belgique, ils sont en train de créer un cluster maintenant wallon pour la gestion de l'eau. En fait, toutes les problématiques liées à l'eau. D'accord. À côté du TUID énergie. Donc c'est H2O pour l'eau. Ok. Ce qui est sympa aussi, c'est que ça a créé des liens avec des gens d'ici, mais ça a renforcé des liens aussi avec la délégation. Et donc des gens, on sait qu'on travaille dans le même secteur, on collabore. Par exemple, je vois Joël qui est là de Jacquard, et je l'ai rencontré plusieurs fois en réunion. Mais ici, on approfondit des liens, on peut faire des connexions, et c'est vraiment important aussi de se reconnaître aussi entre Wallons. Ouais, bien sûr. Toi Thomas, qu'est-ce que le premier truc que tu vas activer en rentrant, c'est quoi? Mais déjà, je pense que je vais rentrer gonflé à bloc. Il y a une énergie qui est tout à fait communicative et un positivisme qui est contagieux ici à Montréal. Et ça donne envie, vraiment de faire des belles choses en rentrant et de perdurer dans les contacts, comme tu disais. Et certainement, l'envie de faire du business avec le Canada et Montréal tout particulièrement. Cool. Je vois Joël qui est là. Il y a Gaël qui est dans le chat qui dit salut Joël. Tu sais quoi, Joël, viens après nous. Thomas, je vais peut-être te proposer de laisser ta place à Joël et ton casque. Avec plaisir. Et comme ça, il va pouvoir venir nous raconter un petit peu comment il a vécu ça. Viens Joël, viens t'asseoir. Hop. Donc t'as le bonjour de Gaël Gilson qui est dans le chat avec nous. Bonjour Gaël, bonjour Gaël. Il y a une question de John. Est-ce que parmi vous, il y en a qui sont sur Twitch et qui regardent Twitch ou qui ont une connaissance de ce qu'est Twitch? Oui, moi je travaille un peu dans le secteur du gaming puisque c'est des formations qu'on fait, donc c'est un média incontournable. Ok. Et qu'est-ce que t'en penses? Toi, tu l'utilises déjà? Contrainte et forcée. Pourquoi? Parce que mes gamers l'utilisent. D'accord. Voilà, c'est pour être en connexion avec les gens avec qui je travaille. Pourquoi contrainte? Parce que c'est pas un média qui est spontané chez moi, tu vois. Par contre, ce qui est super cool, c'est de travailler avec des jeunes qui t'obligent à te updater tout le temps. Ça, c'est vraiment chouette.
Il m'appelle Big Mama. Sur Discord, c'est Big Mama. Ouais. Discord et Twitch. C'est vrai que Discord et Twitch vont généralement de pair. Voilà. C'est vrai Ouais. Discord, je connais. Twitch, voilà. Bah Discord, c'est vraiment c'est le back-end de Twitch. C'est ce qui permet aussi entre les lives de pouvoir continuer à tenir une conversation et d'approfondir, tu vois, les contacts en dehors des lives. Bonjour Joël. Bonjour. Hein. Ça va? Ça va. En forme? Ben oui, toujours. On a pas mal parlé éducation avec Savine. Toi aussi, directeur d'école, l'HEAJ à Albert Jacquard à Namur. Alors pas que Namur, parce que maintenant l'implantation elle est sur différents endroits. J'ai envie de te poser la même question qu'aux autres. Qu'est-ce que tu retiens de la semaine ici? Pourquoi c'était important pour toi d'être là? Important, c'est pour continuer ce qu'on a mis en place jusqu'à présent, c'est-à-dire on double diplôme avec le NAT ici à Montréal. Le NAT, c'est Le NAT, c'est l'école supérieure Malor. Oui, c'est ça. D'art numérique. Ok. Voilà, d'art numérique, c'est ça. Donc c'est une école quand même Capignon sur rue, donc on double le diplôme avec eux dans le cadre du master transmédia, mais là ici on va vraiment pousser encore plus loin en ajoutant le master en jeux vidéo. Ouais. Et alors, bon, eux travaillent de leur côté pour essayer de faire vraiment qu'il n'y ait pas qu'un envoi de Belges à Montréal, mais aussi des Montréalais qui viennent ici en Belgique. Donc, ils travaillent de leur côté. Donc, le partenariat s'approfondit. On pense aussi au 3e cycle, parce que c'est quand même intéressant pour le monde du jeu vidéo, pas que dans les game studies, mais aussi dans le pur développement. Okay. Donc, ça a tout son sens. Il y a des projets avec Technocité sur un hackathon. Gaël va s'amuser parce qu'il ne sait pas encore et donc il va le voir. Voilà, Gaël, maintenant tu sais. Non, mais Gaël, il aura beaucoup de boulot, le pauvre. Il va m'en vouloir d'être rentré à Jacquard, mais enfin bon, voilà. Ce n'est pas grave. Il est hyper motivé, donc ça va. Il pâlit devant son écran, dit-il dans le chat. Attendez, il n'a pas encore tout entendu parce que le mot-clé, c'est quand même la téléportation. Quand même. Si on n'a pas entendu 10 fois celle-là, on l'a pas entendu une seule fois. Vas-y, raconte. Ouais, la téléportation, c'est pas quelque chose d'inaccessible, mais ici, c'est pour justement créer le pont avec le NAD ou les partenaires, un lieu où un étudiant, un professeur rentre dans ce sas et dialogue et voit son interlocuteur de l'autre côté de la planète. Et donc, ça permet de faire des ateliers, de visualiser la personne en réel. Enfin, en réel, en vrai, quoi. Voilà, c'est mieux que de regarder par rapport à un Zoom où on a quand même une distance. Ici, c'est le fait de faire des réunions debout aussi, ça accélère. Et c'est cette connexion par rapport à la recherche vers laquelle on doit se diriger, quoi. Voilà. Ok, donc tu le dis pas en blaguant ce truc-là, tu vas vraiment le faire? Bah oui, bien sûr. En plus, on a rencontré un gars en bas qui développe les avatars. Oui, que tu sais mettre sur tes écrans, donc tu peux te déplacer. Donc, il y a déjà plein de partenaires hein, depuis qu'on a commencé le lundi, à peine arrivé lundi au NAT, on partait, les partenaires se manifestent pour essayer d'avoir eux aussi leur petite implantation pour avoir une connexion plus grande. Donc ça peut créer un réseau de petits sas comme ça, de téléportation. Donc c'est peut-être Jacquard, Star Trek, Industry, pourquoi pas. Est-ce qu'on peut parler de métavers ou pas? Oui. À ton sens, oui. Oui. Donc j'ai rencontré Bruno, que je connaissais, Bruno Delièvre de Humons, et donc on a parlé vraiment de l'école moderne. La pédagogie, le département pédagogique n'attire pas à l'heure actuelle des jeunes étudiants à prendre la carrière d'enseignant, et je pense qu'il faut peut-être aussi la réinventer avec des outils qui existent maintenant, en rendant peut-être l'enseignement plus technologique. Et donc comme on a monté le master en jeux vidéo, c'est le moment de transférer aussi des connaissances technologiques dans le monde de l'enseignement. Donc l'idée, oui, c'est de faire de l'enseignement immersif à 2-3 niveaux, c'est-à-dire d'abord construire les outils qui sont accessibles aux enseignants qui vont enseigner aux enfants. Et donc que les enfants jouent une expérience. Donc c'est un projet qui est ambitieux, mais maintenant voilà, on a déjà 3 ou 4 écoles qui veulent absolument travailler sur ce projet. D'accord. Là ici, ça s'est fait. Quand tu dis enfants, c'est des enfants de quel âge? Moi, je commencerai en général la VR, il ne faut pas commencer trop tôt, mais je dirais à partir de 5-6 ans, quelque chose comme ça, quoi. Ça, Savine, c'est des choses qui te semblent réalistes. On n'est pas dans de la science-fiction, là. Ah ben non, écoute. C'est pour maintenant, ça? Oui, tout à fait. Donc nous, à Technocité, on a développé une Minecraft Education Academy. Donc déjà pour construire des modules, pour aider des enseignants à construire des modules dans Minecraft. Donc ils viennent, et on a notre chargé de projet qui reçoit l'enseignant. L'enseignant lui dit voilà ce que je veux transmettre comme
savoir autour de l'histoire, des maths, peu importe, et construire un module ensemble dans Minecraft. T'imagines que les enfants, ils retiennent 3 fois plus vite. Qu'est-ce que j'aurais aimé être étudiant aujourd'hui. Alors on a l'ambition de développer une XR Academy sur Charleroi. On lance une première formation en collaboration avec Poulpio pour justement développer toutes les XR. Nous aussi, on fait Et vous, évidemment. Mais on est partout. On est partout, et tous ensemble. Et ce qui est bien, c'est qu'on est complémentaires, en fait. On a différents types de cursus. Ah oui, on va mélanger nos logos. Ah ça, je ne sais pas. Il faudra voir avec Joyce. Je ne m'engage pas sur ce terrain. Ce qui est bien avec Joël, c'est que quand il annonce un truc, généralement il y va. Belle surprise. Oui, au moins pas de blabla des résultats. Hein. On pense et on agit. C'est au moins on réussit. Oui, de temps en temps des petits actes manqués comme partout. Mais je pense ici que ça me paraît, en tout cas pour les métavers, autant c'est vrai que le projet de téléportation, c'est vraiment pour la recherche et pour aller beaucoup plus loin dans les contacts. Mais il y a le côté waouh aussi qui est derrière. Mais dans le métavers, je crois que c'est incontournable à l'heure actuelle. Donc on ne peut pas dire qu'on va laisser On voit des tomber. pubs de Facebook partout, que ce soit en Belgique ou ici, on en voit partout. Ils essaient vraiment de préempter le fait que le métavers c'est Facebook, Ouais, c'est ça. alors que non, c'est pas le cas. On ne va pas les laisser Non, faire. on va pas les laisser faire. Mais il y a quelques années, j'avais été à Side by Southwest où il y avait vraiment, on voyait vraiment l'idée de développer son propre réseau social. Et je pense qu'ici, il faudrait peut-être réfléchir à un réseau social tout à fait adapté dans un monde pédagogique. D'ailleurs, on crée avec des acteurs dont tu fais partie, le fameux pôle média Namur, qui est aussi un super projet qui va développer l'excellence du monde numérique wallon. Donc c'est lié, tout ça est lié, parce que là on va chercher les expertises, des gens qui sont vraiment brillants dans le domaine pour développer cette nouvelle voie. Geoffroy, toi, la façon dans laquelle tu imagines l'éducation, tu as des enfants aujourd'hui, c'est souvent le risque quand on est dans le monde numérique, c'est d'être des cordonniers mal chaussés. Oui, exactement. Toi, comment tu fais quand tu entends ça ici, de donner cours dans le métavers, c'est des trucs qui te disent ça, mes gamins, ils pourraient? Pourquoi pas, mais en fait j'attends de voir un peu parce que je suis un peu perturbé par tous ces trucs métavers, etc. Mais ça va venir, mais c'est clair que même à l'université, c'est trop ex-cathédra pour l'instant. Ouais. On voit vraiment la manière dont on enseigne à l'heure actuelle, on devrait chambouler tout ça et utiliser d'autres méthodologies, clairement. Et les éduquer à bien utiliser aussi. Oui, clair. Ouais. Et continuer à apprendre. Ouais. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est quand même assez fondamental aujourd'hui, c'est continuer à être soi-même dans un apprentissage. Un jour on n'apprend pas est un jour perdu. Il y en a même qui apprennent à faire des guitares. Oui. Ouais, n'est-ce pas, Geoffroy? Exactement. C'est aussi à ça que sert ce genre de moment, Joël, de pouvoir croiser ces expériences-là, se rendre compte que finalement, quand on dézoome un peu de la Wallonie, il y en a d'autres ailleurs qui réfléchissent et qui pensent un peu de la même s'ils ont d'autres prismes forcément, d'autres lunettes, j'allais dire. Ah oui, c'est les lunettes. Regarder les tiennes. C'est à ça que ça sert aussi, ce genre de mission. Oui, cette mission est fondamentale pour ce développement parce que c'est là où il y a vraiment une rencontre et un partage. Et ce partage donne vraiment des visions. Et au fait, on remarque que l'école de Nantes avait les mêmes préoccupations que nous, l'école de Montréal aussi. Et au final, ça va créer une grande réunion de cerveaux pour essayer de développer ces nouvelles voies. Donc c'est là, il suffisait de se rencontrer. Et c'est grâce à Montréal Connect qu'on peut développer des nouveaux chemins, oui. D'autres choses qui, toi, t'ont surprise dans les ateliers, on en parlait un petit peu avec les autres au début, dans les workshops auxquels tu as pu aller, dans les conférences où tu as pu aller, des trucs où tu t'es dit « Ah ouais, là, quand même, ça je m'y attendais pas ». Les surprises, elles sont permanentes. Ici, il y avait l'IA, par moment, j'étais un peu sceptique. Le Smart Campus, t'avais bien aimé. Oui, le Smart Campus, j'ai matché, mais alors, je l'ai déjà invité chez moi, mon collège de direction, pour qu'on puisse intégrer son projet. C'est quoi le principe? Le principe, c'est une appli qui guide l'étudiant au sein de l'ULB. D'accord. Oui, donc c'est l'ULB à Bruxelles qui a fait la démo de ça ici. Donc Bruxelles était représentée aussi. Alors comme j'aimerais bien mettre justement des outils pour la simplification de l'expérience qu'on vit dans notre communauté à Jacquard, je trouve que ça correspond à la vision qu'on a envie de mettre en place au sein de l'école. Et oui, là c'était le waouh, c'était déjà un premier waouh. J'aimais bien la conférence de Bersigny qui lui touche des éléments qui sont
Les citoyens hackers. Oui. L'algocratie. L'algocratie. C'est l'algocratie, puis j'ai retenu aussi la copétition. La copétition. Ça j'aimais bien aussi. Il n'y a qu'une seule chose qui m'ennuie, enfin, c'est pas que ça m'ennuie, ça m'inquiète un peu, c'est une intelligence artificielle assez froide au final. Mais heureusement qu'il y en a qui parlent de l'humain au centre d'eux. Et comme ça remet en équilibre l'ensemble des choses. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Systématiquement, ils disent qu'il n'y a pas d'outil d'intelligence artificielle s'il n'est pas créé par rapport aux besoins des gens et qui ont une utilité réelle pour les gens. Et donc, c'est vraiment partir d'eux et pas faire une application en se disant, ben voilà, on va aller d'un point A à un point B ou tout ce que les GAFA s'emparent et sans vraiment penser à l'utilisateur. Bah parce que c'est ça. Parce qu'eux le font avec une visée qui est très normée, en fait, avec des objectifs qui ne sont pas fondamentalement du service au public. C'est d'abord aussi que les actionnaires soient contents. Et qui changent aussi les mentalités, qui changent les comportements. Donc les grands, ils changent les comportements, peut-être pas forcément dans la bonne direction non plus, quoi. Et toi, Geoffroy, justement, dans cette prise de conscience-là par rapport à tes clients, est-ce que ça t'arrive parfois de dire... Et je sais que c'est tricky comme question, mais merde, là c'est un gros client, il y a quand même du pognon à aller se faire, mais ce projet-là, ça fit pas avec des valeurs. Ça arrive, ça? Ça pourrait arriver, oui, mais on essaie de les choisir justement par rapport à l'ambition d'avoir un impact aussi sociétal ou autre et qui nous touche et qui nous parle. Il y a clairement des clients qu'on ne va pas accompagner pour des raisons entre guillemets éthiques. Alors c'est une volonté aussi des partenaires qui ont lancé la boîte, mais nos jeunes sont de plus en plus tu le sens sensibilisés avec des no-go absolus sur certaines choses. Il y a des consultants qui voudraient pas travailler sur certains sujets, ça c'est certain. C'est comme en agence de pub, en agence de com. Ça arrive aussi, ce genre de cas de conscience-là. Ça, c'est quelque chose, Joël, avec tes étudiants, tu te rends compte aussi qu'il y a des valeurs fortes aujourd'hui qui sont portées et voilà, il y a des thématiques aussi qui sont de plus en plus bien sûr. On parle de genre, qu'on parle tout le mouvement MeToo, tout ce qui a pu se passer, l'écologie, la crise énergétique, tout ça, on tire sur un fil on se rend compte qu'on arrive finalement à quelque chose de très... C'est bouillonnant, quoi. Il y a un truc, il y a quand même quelque chose d'assez fort. Oui, j'ai quand même enseigné avant d'être directeur, donc on avait quand même des ateliers, on faisait venir même un expert justement sur l'analyse de la crise climatique, et de là on fait des ateliers de réflexion, et ça a généré même des projets de fin d'études sur l'habitude de consommation et des choses comme ça. Donc je pense qu'il y a une réalité sociétale à mettre en place dans l'enseignement, mais avec des projets qui voient le jour. Des projets qui restent dans la boîte à la fin des études. Ici, l'idée, par exemple, dans le master, c'est vraiment d'appliquer ce qu'on apprend et pas de rester simplement dans un apprentissage purement théorique, quoi. De plus en plus, cette notion d'alternance aussi est quelque chose qui est important pour je te tends des perches, mais on en a parlé pendant toute la semaine. Le fait de dire que prof, c'est probablement un des plus beaux métiers du monde, mais que quand on est prof à temps plein, en fait, on perd un peu le pied de la réalité qui bouge tellement vite, qui change tellement vite, surtout dans nos métiers, dans les industries culturelles et créatives. C'est important d'avoir des profs qui ont un pied de chaque côté, qui sont capables de dire à des étudiants, voilà comment ça se passe aujourd'hui dans le contrat. Oui, tout à fait. Mais ici, par exemple, dans le cadre du master en jeux vidéo, ils ont, au terme du premier quadrimestre, les étudiants pitchent leur projet. Il y aura un projet qui sera sélectionné, qui aura un financement pour le prototype. Donc là, ici, on met directement les étudiants les mains dans le cambouis au final. Mais il y a des profs qui vont travailler aussi dans les startups. Donc on essaye vraiment de relier tout. Et créer des cercles vertueux au sein de... C'est ça. Faire et transmettre en même temps, c'est des belles dynamiques. Voilà, et alors au-delà de ça, c'est avec Liège, parce qu'on travaille sur Charleroi, sur un master avec des partenaires, qui sont UMONS, UC Louvain, HEH et Condorcet. Mais on va créer aussi le bachelier avec la province de Liège, et je crois que même que l'Université de Liège va donner des cours. Mais les années master qui vont être organisées d'ici 2 ans, elles seront en alternance pour essayer de compléter l'offre de Charleroi pour arriver justement à apporter de la main-d'œuvre pour le développement des startups. Voilà, Gaël qui dit on a plein de beaux projets qui vont dans ce sens, c'est magique. Et Anthony qui nous dit Learning by Doing, on essaie de faire ça aussi à l'UNAMUR. Voilà. On arrive tout doucement au terme de ce direct, puisqu'on va céder la place maintenant au protocole. On va faire ça comme ça. On va d'ailleurs le streamer aussi. Et s'il n'est pas streamé, il sera enregistré et diffusé derrière.
Un tout grand merci à vous trois. Merci à toi. D'avoir participé. Merci à toi et à Nico pour Merci. avoir mis ça en place. Parce qu'on est la délégation la plus connectée, c'est cool. Ah oui. Il y a quand même à remercier les organisateurs et la WEX et Webi de nous avoir reçus parce que on a été accueillis vraiment de manière exemplaire et ça fait chaud au cœur. Ici, toutes les personnes sont hyper sympas, hyper serviables. C'est vraiment un très très bon moment, quoi. Voilà. Bon, on le soulignera. Je vais me retourner maintenant vers les organisateurs. Ce que je vais faire, c'est qu'on va mettre le stream en pause. On va pas le couper parce que je pense qu'on va garder le setup tel qu'il est là. Ça va être l'occasion de, si vous voulez découvrir un petit peu ce qui va se passer ici aussi avec les autres représentants d'autres entreprises qui étaient ici dans la délégation, qui vont venir parler un petit peu de tout ça aussi. Puis si ça vous intéresse de savoir un peu les coulisses de ce genre de mission, on peut évidemment continuer à en discuter. On retrouvera Anthony et Gaël la semaine prochaine au Kik Festival, parce que là aussi c'est un grand moment qui nous attend à Namur à partir de mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche prochain à Namur. Venez nous voir. On a fait plein d'interviews, on a plein de matière à vous montrer. On fera des directs le jeudi, le vendredi on va faire au moins 4 heures de direct le jeudi et de la même chose le vendredi. Venez nous retrouver, c'est dans le market à Namur sur la place d'Armes. On sera présent avec toutes les équipes de Bouquet Média. Voilà, encore merci à vous. On va plus quitter. On va passer une belle après-midi, comme on dit dans les chats. Merci beaucoup, merci à vous aussi. Et bonne soirée, bonne nuit. Pas bonne nuit, pas encore, non. 19h. Bonne soirée. 20h. Bonne soirée. Je mets le stream en pause, comme ça on a le temps d'installer le restant du matériel et on va pouvoir après faire les présentations ici. Je vous laisse les Simpsons. Je vous mets un petit écran, je coupe le son, comme ça on a le temps de basculer sur le setup qui suit. À tout de suite.